Bonsoir Thomas. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous voyez qu'en plus, c'est dans un endroit un petit peu particulier, c'est un cabaret. Il n'y a aucune allusion à la campagne présidentielle et au cirque que ça peut constituer. Pour autant, d'ailleurs, vous êtes avec le candidat Benoît Hamon. Elle vous satisfait, cette campagne ? Non, je crois que... Bon, d'abord, moi, je suis membre d'aucun parti politique, j'ai jamais été membre de parti politique, je suis un chercheur en sciences sociales, je m'engage sur des idées, sur l'Europe. Comme citoyen, je suis un peu déprimé par cette campagne, parce que c'est vrai que les affaires Fillon ont complètement tué la campagne, pour résumer. C'est-à-dire que ça a pris toute la place, ça nous a aussi projeté dans une situation où les considérations tactiques l'emportent sur toute considération de fond. Donc ça, je pense que c'est une grande frustration pour tous les citoyens. Est-ce que finalement, c'est pas aussi une bonne occasion, cette histoire Fillon, pour éviter de parler de sujets qui dérangent, qui seraient problématiques? Vous évoquez l'Europe, qui est votre sujet auprès de Benoît Hamon. Finalement, ça arrange tout le monde qu'on ne parle pas de ça. Oui, pour autant, je vois pas de complot derrière tout ça. Je ne sais pas si ça arrange beaucoup de gens, mais en tout cas, le résultat, c'est qu'on ne parle pas du fond. Et il y a des candidatures qui veulent s'imposer comme ça toutes seules, parce qu'elles se veulent au centre droit, au centre gauche, en évitant de s'engager sur le fond. D'Emmanuel Macron. Oui, qui rattrapent un peu partout, qui disent que les gens veulent entendre de tous les côtés et qui finalement ne dit rien. Et donc cette absence de débat de fond, oui, lui, je pense, l'arrange beaucoup, parce que le fond est très, très faible dans son cas. Marine Le Pen, ça l'arrange aussi, parce que ça lui permet de jouer sur le tous pourri qui a toujours été son fonds de commerce. Donc voilà, les gagnants, c'est tous ceux qui n'ont pas beaucoup de fonds, qui jouent sur le rejet du système, alors qu'eux-mêmes sont évidemment complètement dans le système, sont des héritiers, sont des hauts fonctionnaires, sont vraiment au cœur du système politico-financier français. Donc voilà, essayons. Moi, j'essaye de contribuer avec d'autres à mettre les questions de fond dans cette campagne. Et merci d'y aider. Voilà, vous pensez que Benoît Hamon peut porter cette question-là en particulier? Je parle de la question de l'Europe. Vous pensez que... Et puis plus largement, c'est le bon candidat pour vous? Pour moi, il y a deux sujets sur lesquels il est fort. Il y a la question du pouvoir d'achat et de la revalorisation des bulletins de salaire, notamment des bas salaires. Donc à travers cette nouvelle étape du revenu universel d'existence qui permet d'augmenter les bulletins de paie, le pouvoir d'achat des bas salaires. Ça, c'est le premier point. Et il y a le deuxième point dont je m'occupe particulièrement, qui est l'Europe, qui est pour moi le plus important, parce qu'effectivement, je pense que c'est le seul à tenir un message de transformation radicale, mais en même temps positive de l'Europe. C'est-à-dire qu'on a deux candidats, Fillon-Macron, qui en gros défendent le statu quo. C'est-à-dire ils disent, voilà, le traité budgétaire de 2012, c'est parfait, ne changeons rien, essayons de faire plaisir aux autorités bruxelloises, à Berlin, et quand tout le monde sera content de l'élève France, alors on pourra oser demander des changements au traité, mais pour l'instant, n'osons rien demander. D'ailleurs, ce conservatisme n'est pas très étonnant, puisque Fillon, comme Premier ministre, est celui qui a négocié le nouveau cadre budgétaire, le traité de 2012, et Macron, comme secrétaire général de l'Élysée, est celui qui l'a appliqué. Alors, il pourrait faire... En tout cas, ne l'a pas révisé, comme le promettait François Hollande dans sa campagne. Ne l'a pas révisé, en partie pour des raisons de conservatisme idéologique, en partie aussi parce que rien n'avait été vraiment préparé pour renégocier le traité. Et vous avez deux candidats de l'autre côté, Le Pen et Mélenchon, malgré tout ce qui les différencie, leur point commun, c'est qu'ils ont l'air d'être prêts à tout envoyer promener, à nous faire sortir de tout ça, sans vraiment plan précis sur ce qu'ils feraient ensuite le lendemain matin. Donc, par rapport à ces deux alternatives, statu quo ou tout envoyer promener, le seul qui met sur la table un nouveau traité de démocratisation de l'Europe, c'est Benoît Hamon. Et je voudrais vraiment insister sur le fait que quelle que soit la persuasion politique des uns et des autres, que les gens s'apprêtent à voter Mélenchon, Fillon, Macron, Le Pen ou à ne pas voter du tout, il existe un document qui est ce traité de démocratisation de l'Europe, qui est disponible en ligne, qui est disponible dans un petit livre dans lequel on l'explique article par article. Le traité lui-même fait 12 pages, le livre fait 80-90 pages. On a essayé de l'écrire de façon très pédagogique pour que chacun puisse se faire une idée. Donc on ne prétend pas du tout que c'est le dernier mot permettant de résoudre tous les problèmes de l'Europe comme par enchantement. Mais au moins, ça montre qu'il est possible de mettre sur la table des solutions constructives pour vraiment transformer radicalement la façon dont on prend des décisions en Europe.
Mais ce que j'aimerais que vous m'expliquiez, et j'aimerais en fait que vous essayiez de me convaincre de cela, c'est qu'on peut réellement changer quelque chose à la construction de cette Europe. Parce qu'une Europe plus démocratique et plus sociale, j'entends ce discours-là depuis 30 ans. Et il n'a servi jusqu'à présent qu'à prolonger la construction de l'Union européenne telle qu'elle se faisait, c'est-à-dire absolument ni démocratique ni sociale. Alors, je vais vous dire, la différence, et le point central, c'est vraiment de remettre en cause la façon dont on prend les décisions en Europe. Donc actuellement, les décisions en Europe sont prises d'abord et avant tout par le Conseil des ministres des Finances ou parfois le Conseil des chefs d'État, mais c'est un peu la même structure, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui représente l'Allemagne, son ministre des Finances par exemple, une personne qui représente la France, son ministre des Finances, vous mettez tout ce petit monde autour d'une table, à huis clos. On ne sait pas les arguments qui sont échangés. Et au milieu de la nuit, ils vous annoncent pour la 37e fois qu'ils ont sauvé l'Europe. Sauf que vous vous rendez compte dans la journée qui suit qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce qu'ils ont décidé. Donc nous, que propose-t-on ? On propose essentiellement de remplacer cette structure, ou plutôt de donner le dernier mot à une autre structure qui serait une assemblée démocratique de la zone euro, qui, et là c'est peut-être ça l'innovation principale, s'appuierait à titre principal sur les députés nationaux. Donc cette assemblée démocratique de la zone euro serait composée pour 80% de ses membres de députés issus du Bundestag allemand, de l'Assemblée nationale française, des différents parlements nationaux, en proportion de la population de chaque pays, en proportion des différents groupes politiques, pour qu'on ait toute la diversité des opinions de chaque pays, parce que tout le monde n'a pas la même opinion en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne. Donc très concrètement, imaginons qu'on ait 100 sièges, pour simplifier, dans cette assemblée démocratique de la zone euro, issus des différents parlements nationaux. L'Allemagne, c'est 24% de la population de la zone euro. 82 millions sur 340, 24%. Ils auraient donc 24 sièges. La France, c'est 20%, 20 sièges. L'Italie, 18 sièges. L'Espagne, 14 sièges. Là, vous avez déjà 76% de la population de la zone euro, avec ces 4 grands pays, dont 24 pour l'Allemagne et 52 pour France, Espagne, Italie. Je ne dis pas que cette assemblée permettrait immédiatement de tout transformer en Europe et prendrait toujours les décisions parfaites. Mais je crois qu'on peut dire de façon crédible que cette assemblée permettrait, sinon de mettre l'austérité en minorité, comme on l'a essayé de l'expliquer ces dernières semaines, mais en tout cas de changer très substantiellement les rapports de force en Europe. Quelques questions, parce que évidemment qu'on est dans une question de rapport de force. Sauf que l'Allemagne, qui a refusé jusqu'à présent tout ce qui pouvait lui retirer une forme de souveraineté, comment vous pouvez imaginer qu'elle va accepter le risque d'être mise en minorité sur des questions budgétaires, monétaires, qui sont les éléments qu'elle a toujours protégés. L'Allemagne, elle viole les traités sans aucun problème jusqu'à présent. D'abord, je ne suis pas d'accord que l'Allemagne a toujours refusé. Pour l'instant, à vrai dire, elle n'a même pas eu à refuser parce que rien n'a été proposé. Parce que vous voyez, c'est ça le problème. C'est que jusqu'ici, vous savez, en France, on s'est beaucoup plaint. On se plaint très souvent de Bruxelles, de l'Allemagne, de l'Europe, du monde entier parfois, mais pour ce qui est de faire des propositions précises, c'est-à-dire de mettre sur la table des propositions extrêmement détaillées et crédibles de refondation démocratique et sociale de l'Europe, pour l'instant, on n'a rien vu. Rechercher dans les annales un candidat à la présidentielle qui met sur la table un projet de traité où il explique par A plus B comment il compose son assemblée démocratique, ça n'a jamais existé. Donc là, la grande nouveauté, c'est justement de dire à l'Allemagne et à nos partenaires, écoutez, il ne suffit pas de dire la France a raison, l'Allemagne a tort, etc. Là, la nouveauté, c'est qu'on propose un cadre démocratique permettant de prendre des décisions. Et on accepte aussi de se soumettre à la loi de la majorité. Donc nous, évidemment, on espère pouvoir mettre l'austérité en minorité dans cette assemblée. Et quand on regarde la composition simplement sur la base des parlements nationaux actuels de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne, de l'Italie, je crois qu'on peut dire que oui, en tout cas, ce serait beaucoup moins austéritaire que ces décisions à huis clos où le ministre des Finances allemand impose ses décisions. Mais en même temps, vous savez, même dans le cas de figure le plus sombre, mettons le cas de figure le plus sombre, où personne, ni dans la droite allemande, ni dans la gauche allemande, ne veut pas entendre parler d'une assemblée démocratique de la zone euro. Ce dont je doute. Mais même dans ce cas de figure le plus sombre, je pense que c'est très important que cette étape d'explicitation des désaccords ait eu lieu. Et que la France, non pas pour tenir le beau rôle historiquement, mais simplement pour montrer qu'il existait un chemin démocratique permettant de sortir des contradictions dans lesquelles l'Europe est enferrée, et mis cette option sur la table. Je pense que c'est très important, parce que prendre le risque, comme le fait un peu Mélenchon actuellement, de dire, écoutez, nous, si on n'a pas notre plan A, on fait un référendum pour sortir de tout ça, c'est notre plan B. Sauf qu'au passage, ils ne nous disent pas clairement ce qu'ils veulent mettre dans leur plan A.
C'est-à-dire qu'à aucun moment dans les propositions de Mélenchon, vous ne savez par quelle assemblée démocratique l'Europe, qu'il appelle de ses voeux, devrait être gouvernée. On a l'impression que s'il gagnait l'élection, ce serait lui, en tête-à-tête avec Merkel, qui voterait l'harmonisation fiscale, qui voterait l'assiette de l'impôt sur les sociétés, qui voterait le budget de la zone euro, qui donnerait des ordres à la BCE. Mais attendez, à un moment, il faut quand même bien quelque chose qui ressemble à une assemblée démocratique. Donc nous, il y a 2 points importants dans ce traité. C'est la composition, je l'ai décrite, en proportion de la population. Le deuxième point, c'est qu'on transfère à cette assemblée, donc les États signant ce traité transfèrent à cette assemblée la compétence pleine et entière sur un budget de la zone euro alimenté par l'impôt sur les sociétés. C'est-à-dire qu'on transfère complètement, il y a une forte délégation de souveraineté nationale sur un impôt très important qui est l'impôt sur les sociétés, mais en même temps c'est la seule façon de venir à bout de ce dumping qui fait que les multinationales, on veut faire en sorte que les multinationales paient au moins autant que les petites et moyennes entreprises. Vous imposez notamment à la Commission européenne présidée par Jean-Claude Juncker, de mettre fin au dumping fiscal du Luxembourg que Jean-Claude Juncker a lui-même mis en place. Là, ça contourne. C'est une solution. C'est une solution pour le coup qui ne contourne complètement la Commission, c'est-à-dire qui remet de la souveraineté politique au cœur de l'Europe, qui remet les députés nationaux. Moi, je serais quand même curieux, Natacha Polony, de savoir ce que vous en pensez aussi, parce que je pense que dans tous les débats qui ont eu lieu sur l'Europe des 20 dernières années, on a trop voulu construire une souveraineté européenne en oubliant complètement les députés nationaux. Et moi, je pense qu'il faut remonter aux souverainetés. Sur les chefs d'État plutôt que sur les députés. Ou alors sur le Parlement européen, mais qui est parfois un peu hors sol. Et je pense qu'il faut absolument remettre les députés nationaux au centre du jeu. Donc c'est possible d'être européen tout en s'appuyant sur les souverainetés parlementaires nationales pour construire une souveraineté parlementaire européenne. Donc là, il y a quelque chose de vraiment nouveau. Certes, mais dans cette question de la souveraineté, vous-même, vous êtes profondément européen. Vous avez voté pour le oui au traité constitutionnel de 2005. Je ne suis pas particulièrement fier. Oui, c'est ça. Ma question, c'est, vous regrettez ? C'était un mauvais traité. Je peux vous dire, à l'époque, je me souviens très bien, j'étais très énervé contre Giscard et tous les gens du TCE. Et pour finir, je pense qu'il n'y avait pas de bonne réponse. C'est-à-dire que le non était pas une réponse très satisfaisante, parce que c'est toujours mieux de voter pour une Europe plus satisfaisante. Le oui n'était pas satisfaisant parce que ce traité ne faisait que consolider tous les défauts institutionnels existants. C'était un mauvais traité. Il n'empirait pas les choses non plus, mais il consolidait tout ce qui n'allait pas. Donc là, il est temps de reprendre l'offensive sur ces questions. Il faut tout de même tenir les compte règles des du jeu hommes. peuvent changer les choses. Regardez, vous avez soutenu en 2012 François Hollande. Face à Sarkozy, il faut relativiser. Oui, d'accord, mais tout de même, il avait fait des promesses. Et vous l'avez soutenu, je pense, parce que vous espériez qu'il tiendrait compte de ce que vous expliquiez à l'époque sur une éventuelle réforme fiscale, sur une réforme bancaire. J'y croyais pas. Assis dessus, totalement. Alors, pour vous dire les choses, franchement, j'y croyais pas beaucoup. Et d'ailleurs, je crois que toute personne regardant la vidéo d'un débat que j'avais vu sur Mediapart en 2011 avec Hollande et nous voyons échanger tous les deux verra très bien que j'y croyais pas beaucoup. Il reste que face à Sarkozy, je préférais effectivement qu'il y ait une alternance démocratique et je ne le regrette pas. Parce que je pense vous croyez que Benoît Hamon irait au bout. La différence, là, je m'engage avec Benoît Hamon avec beaucoup plus de force, de sincérité que j'ai pu le faire avec François Hollande, avec Ségolène Royal, où honnêtement, il s'agissait plutôt de voter contre Sarkozy. Là, avec Benoît Hamon, il y a une plus grande proximité générationnelle, intellectuelle, politique. C'est-à-dire que je pense que Benoît croit fondamentalement dans cette idée de démocratie, de participation en Europe. Et mettre sur la table ce projet de démocratisation de l'Europe, c'est quelque chose de vraiment nouveau. En 2012, François Hollande et Emmanuel Macron, qui l'accompagnait à Berlin dans ses premiers voyages, nous avait dit pendant la campagne, vous allez voir ce que vous allez voir, on va renégocier le traité. Sauf que leur traité Emmanuel Macron allait expliquer à Berlin, non, vous inquiétez pas, c'est juste pour la campagne. Leur traité alternatif, il disait, on l'a dans notre poche, vous inquiétez pas, on vous le montrera après les élections. Sauf qu'on s'est rendu compte après les élections qu'il n'y avait rien. Non, donc là, la grande différence, c'est qu'on met sur la table quelque chose d'extrêmement précis. La question, sera toujours la même, la question. Quoi qu'on fasse pour la suite, c'est est-ce qu'on aura un cadre démocratique pour délibérer au grand jour de ces questions, ou est-ce qu'on fera confiance comme ça à des accords à huis clos entre chefs d'État ? Est-ce qu'on a envie de faire confiance à Marine Le Pen, ou d'ailleurs à Jean-Luc Mélenchon, ou d'ailleurs à François Fillon et Emmanuel Macron pour négocier en direct avec Angela Merkel, avec différents chefs d'État ? Moi, je veux plus leur faire confiance. C'est pas seulement celle de la démocratie, c'est aussi la question de savoir pour quelle politique on met en œuvre cette démocratie, parce que c'est lié. Pour revenir un peu sur la politique française et sur la façon dont la France, elle, pourrait changer de modèle. Je pense à votre livre, Le Capital au XXIe siècle, qui est devenu un best-seller mondial, des millions d'exemplaires. Et c'est vrai que c'est un livre d'économiste, évidemment. Vous évoquez à un moment, mais de façon très brève, un sujet qui m'est cher, qui est la question de l'éducation. Parce que cette question de creusement des inégalités, elle est certes économique, mais elle est aussi liée
à un sujet comme celui de l'éducation et la question de savoir comment on fait en sorte de rétablir les possibilités pour un enfant, quelle que soit sa famille, de s'en sortir. Et c'est vrai que vous voyez, un candidat comme Benoît Hamon, par exemple, ne propose absolument pas de revenir sur toutes les politiques qui ont petit à petit creusé les inégalités. Je suis très frappée par ça. C'est-à-dire qu'encore une fois, j'ai l'impression qu'il est dans, on va dire, le pansement. On va mettre plus de maîtres que de classes, mais à aucun moment on ne réfléchit en amont pour comprendre le mécanisme qui petit à petit a conduit à un tel échec. Il soutient une politique qui a été le bilan du gouvernement Hollande qui me semble absolument effarante. Benoît Hamon ne se présente pas comme un homme providentiel, un président providentiel qui aurait des réponses parfaites à tout. Et moi, c'est pas du tout sur cette base que je m'engage avec lui. Je m'engage sur la politique européenne. Alors, cela étant dit, sur l'éducation, il dit des choses quand même qui sont très intéressantes sur le problème de la mixité sociale, notamment dans les collèges. Et c'est le seul à tenir un discours de fermeté par rapport à tous ceux qui contournent la carte scolaire, par rapport aussi bien d'ailleurs dans l'enseignement public que dans l'enseignement privé, et qui dit clairement, il y a quand même un certain nombre de villes, notamment en France, notamment à Paris, où on a dépassé les bornes. C'est-à-dire que vous avez à quelques centaines de mètres de distance des collèges où vous avez 70% d'enfants d'origine étrangère et d'autres où vous en avez 2%. À quelques centaines de mètres de distance, alors que vous avez des métros qui, en 2 stations, permettraient que les gens se rencontrent. Donc c'est le seul qui a dit, moi je veux maintenant qu'on regroupe des collèges sur des zones plus larges que simplement le petit pâté de maison juste à côté du collège, pour que les groupes sociaux ne vivent pas dans des situations d'apartheid, pour que les collèges privés, qui en France, cas unique en Europe, sont payés à 95% par le contribuable, obéissent quand même à des règles communes. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas à la fois avoir l'argent des impôts pour 95% du financement et en même temps pouvoir recruter qui bon vous semble et exclure les catégories populaires. Donc peut-être que vous êtes trop efficace auprès de Benoît Hamon, c'est-à-dire que votre vision économique qui est tout à fait juste, qui est celle des inégalités... C'est d'abord de la mixité sociale. Oui, bien sûr, mais c'est lié, c'est une dimension. Et je pense que ça prend le pas sur des réflexions culturelles, de la question de la transmission, la question des méthodes pour ça, la question... Et finalement, la question de savoir dans quelle société on veut vivre exactement. Régis Debray, par exemple, disait récemment, il regrettait que le pouvoir dans le monde ait été pris par les comptables. Et il expliquait qu'il fallait avant tout redonner le pouvoir à des gens qui étaient capables de penser l'être humain, de penser un progrès humain. Oui. Vous êtes d'accord avec ça ? Moi, je crois dans le pouvoir des livres et le pouvoir des idées. C'est pour ça que moi, je me consacre d'abord, là, je m'engage dans les campagnes, parce que je trouve que c'est trop facile de rester dans son bureau de chercheur au moment d'une campagne électorale. Mais en même temps, fondamentalement, moi, ce que j'aime faire, c'est d'abord écrire des livres, donner des cours, animer des débats, des amphis. Je crois dans le pouvoir des livres et le pouvoir des idées pour transformer le monde. Je pense que les livres, finalement, finissent par transformer le monde. Je pense aussi qu'on vit dans une époque où on a une espèce d'illusion technocratique, d'illusion, oui, des experts, des comptables, qui, en Europe, a été porté à son point extrême. Et cette espèce de contournement de la démocratie dans lequel on vit en Europe, avec des mesures qui ne sont assumées politiquement par personne, c'est quelque chose de très grave. Et donc c'est pour ça que moi je pense, et je reviens sur l'Europe, c'est qu'il faut remettre de la politique en Europe. Et je veux juste dire que ce débat, c'est pas un débat technique. C'est-à-dire le débat de comment on organise la démocratie. C'est pour ça qu'on est en train d'en discuter. Oui, mais c'est le pessimisme ambiant consistant à dire ça sert à rien de parler de tout ça, de toute façon rien ne se produira. C'est contre ça qu'il faut se battre. Parce qu'en vérité, les traités européens, on les change tout le temps et on les rechangera tout le temps. La question, c'est est-ce qu'on attend en France que l'Allemagne nous ressorte un nouveau traité qu'il faudra signer en bas à droite ? Ou est-ce qu'on reprend l'offensive et on accepte d'abord, lors d'une élection française et plus généralement dans le cadre politique national, de mettre sur la table projet contre projet pour d'abord voir comment on peut transformer les choses. Et est-ce qu'on accepte d'aller au bout du rapport de force ? Alors, justement, on a beaucoup parlé de démocratie là, mais comment vous m'expliquez que là, par exemple, Benoît Hamon, qui est pour l'instant, alors même si les sondages valent ce qu'ils valent, devancé dans les sondages, demande à Jean-Luc Mélenchon de le rejoindre. J'allais dire, je vais vous dire un truc qui sera inacceptable pour vous, inaudible. Est-ce qu'aujourd'hui, pour faire gagner tout de même ce qu'on peut considérer comme une gauche véritablement capable de modifier le système, est-ce que ce ne serait pas justement Benoît Hamon qui pourrait dire, écoutez, j'acte la fin du Parti socialiste, je me suis fait avoir parce que cette primaire était un piège, je me retire, et on essaye d'être au second tour avec Mélenchon. Moi, je n'ai jamais été membre du Parti socialiste, donc c'est pas du tout le sujet. Le fait que les partis meurent, se transforment, ça ne me pose aucun problème. Je veux dire, j'ai aucun état d'âme là-dessus.
Moi, pour autant. j'aurais souhaité que Jean-Luc Mélenchon, évidemment, vienne participer à une primaire. Et Mais je vais vous dire pourquoi il franchement, serait venu dans alors, ce piège je Il savait que c'était un piège. La preuve, Benoît Hamon a payé ce Non, mais piège. attendez, là, le piège, il serait beaucoup mieux si Mélenchon, par exemple, était venu battre Hamon dans la primaire. Il aurait pu gagner. Ce serait quand même, il serait dans une meilleure situation aujourd'hui, parce que déjà, il n'y aurait plus qu'un seul candidat au lieu de deux, qui est justement la question que vous me posez. Donc, moi, je dis que si cette primaire et ce débat démocratique avait lieu, je ne sais pas pour qui j'aurais voté. Je vous le dis franchement, parce que j'aurais voulu les voir débattre. Parce que je suis comme tous les citoyens, je n'ai pas d'opinion a priori. Je pense que c'est que dans la délibération démocratique qui peut justement aussi tirer tout le monde vers le haut. C'est-à-dire, je pense que Mélenchon aussi, ça l'aurait tiré vers le haut, plutôt que de débattre juste avec ses partisans, de devoir convaincre les autres électeurs. Alors, il ne l'a pas fait, il faut se tourner vers la suite. Quel est le problème, moi, que j'aurais aujourd'hui par rapport à une candidature Mélenchon? Ça me fait un tout petit peu penser, dans un genre un peu différent, à David Cameron, qui avait dit « Je veux changer les traités européens ». Je veux obtenir des changements très, très substantiels. Et attention, hein, si je ne les obtiens pas, je ferai un référendum et je me réserve le droit d'appeler pour le oui, d'appeler pour le non. Il n'y avait qu'un seul petit problème, c'est que personne n'avait compris ce qu'il voulait exactement comme changement. Sur la libre circulation, sur le libre-échange, personne ne savait très bien, en fait. Il gardait ça dans sa poche, dans les négociations, comme un gros malin qu'il était. Pour finir, il a appelé à voter oui. Pas de chance, c'est le non qui a gagné. Et pas de chance, le lendemain matin, on se rend tous compte qu'on ne sait même pas pourquoi les Britanniques ont voté. C'est-à-dire, ont-ils voté pour la fin de la liberté de circulation? Ont-ils voté pour la fin de l'union douanière? Personne ne sait. Et donc, on se retrouve maintenant à devoir interpréter... Ils ont voté contre un système économique qui les écrase et pour leur souveraineté. C'est très bien, mais maintenant qu'il faut interpréter tout ça, leur destin. vous voyez bien que c'est pas facile. Parce que la démocratie n'est pas à détacher de cette idée de la prise en main de son mais le destin. paradoxe, c'est que maintenant, regardez, est-ce que vous croyez que les Britanniques ont l'air de maîtriser ce que leur gouvernement va négocier avec les autres gouvernements? Moi, je ne fais pas confiance ni à Marine Le Pen ni à Jean-Luc Mélenchon pour aller défendre nos intérêts dans le huis clos de Bruxelles ou de Berlin ou de Paris. Donc j'ai bien compris que, selon vous, en tout cas, l'union des gauches, c'est pas gagné. Mais je suis d'accord avec vous qu'elles sont différentes. Il y a une question, il y a vraiment une question de fond sur donc on n'aura pas de candidat de gauche au second tour de l'élection présidentielle? Il aurait fallu à nouveau accepter le jeu de la démocratie à 3 tours, simplement parce qu'on voit que 2 tours, malheureusement, ça ne suffit plus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez le tripartisme et le quadripartisme... Vous pensez que Benoît Hamon doit aller jusqu'au bout dans et l'état essayer actuel des choses, il faut un débat d'idées, exigeant, précis, sur le fond. On ne l'a pas assez eu pendant cette campagne. Essayons de l'avoir dans les 3 semaines, 2 semaines et demie qui nous restent. Je pense que c'est important parce que, effectivement, par rapport à cette question centrale qu'est l'Europe, Benoît Hamon, je crois, est le seul candidat vraiment européen qui aime l'Europe et justement qui veut la changer parce qu'il l'aime. Vous en avez 2 qui sont dans le statu quo, 2 qui veulent tout envoyer promener. C'est quand même un peu flippant, je trouve, sur ce qui se passe ensuite le lendemain matin. Il n'y en a qu'un seul qui porte un message de transformation radicale, démocratique, sociale de l'Europe. Et ce message doit être présent. Parce que c'est ça la grande leçon de l'histoire, c'est qu'il y a toujours des alternatives. C'est-à-dire ceux qui disent qu'il n'y a qu'une seule façon de résoudre les crises de la dette publique, il n'y a qu'une seule façon de résoudre une crise des inégalités, sont des ignorants. Et on a toujours d'autres façons de résoudre les choix. Et l'histoire offre des alternatives et ensuite c'est aux citoyens, à la politique de choisir entre ces alternatives. De s'en saisir en effet. Mais écoutez, je pense qu'on peut se quitter sur cette idée que nous partageons, c'est que nous pouvons enterrer Margaret Thatcher parce que son terme « il n'y a pas d'alternative » est parfaitement faux. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Au revoir. Merci.